Si tu as regardé ton écran ce matin et que tu as vu le cours de l'argent à 95 $, tu dois comprendre quelque chose immédiatement. Tu n'assistes pas aux forces du marché. Tu assistes à une mécanique de suppression. Et la méthode qu'ils ont utilisée cette nuit révèle bien plus sur la direction de l'argent que la baisse temporaire elle-même. On est mardi 11 février 2026. Bienvenue sur Archives financières. Ce qui s'est passé entre 2h et 6h du matin, heure de l'Est, n'est pas un accident. Ce n'est pas de la volatilité normale. Ce n'est pas le marché qui corrige. C'est de l'ingénierie délibérée. Et je vais te le prouver. Ce que je vais te montrer n'est pas de la spéculation. C'est de la structure de marché. C'est de l'analyse d'ordre de flux. Ce que les anglophones appellent Order Flow Analysis. Et une fois que tu auras vu le mécanisme, tu ne pourras plus l'ignorer. Voici ce qu'on va faire. On va décortiquer ce qui s'est passé cette nuit, minute par minute. On va identifier qui en profite. On va expliquer pourquoi le timing n'est pas aléatoire. Et on va te montrer pourquoi cette chute violente n'est pas un signal de sortie, mais la confirmation que quelqu'un a désespérément besoin de métal à prix réduit. Maintenant, laisse-moi te reconstituer la scène du crime. Remettons les choses en contexte. Le 29 janvier 2026, l'argent a atteint un record historique. 121,64 $ l'once. Ce pic a été porté par une frénésie spéculative venue de Chine et un short squeeze amplifié par les options sur le SLV ETF, l'ETF qui réplique le cours de l'argent. 2 jours plus tard, le 31 janvier, l'argent s'est effondré de 26% en une seule journée. La plus grosse chute depuis 1980. L'or a perdu 9% le même jour. 3 détonateurs simultanés. Premier détonateur, la nomination de Kevin Warsh comme président de la Réserve fédérale. Un faucon monétaire. Deuxième détonateur, la bourse de Shanghai qui a relevé les marges à 11% et réduit les positions autorisées en argent à 800 lots par jour. Troisième détonateur, des liquidations en cascade sur les marchés à terme. Et il y a un nom que tu dois retenir. Bian Siming. Ce milliardaire chinois a construit la plus grande position short, c'est-à-dire vendeuse, sur le Shanghai Futures Exchange, environ 30 000 contrats, soit 450 tonnes d'argent. Selon Bloomberg, c'est l'équivalent inversé des frères Hunt en 1969. Eux voulaient acheter tout l'argent du monde. Lui parie sur sa destruction. Depuis ce crack, l'argent oscille entre 75 et 84 $. Le 9 février, il était autour de 80 $. Lundi 10 février, il est remonté à 83,90 $ en clôture. Le momentum se reconstruisait, les acheteurs revenaient, et puis la nuit est tombée. Entre 2h et 6h du matin, heure de l'Est, pendant la session asiatique, quand la liquidité est squelettique, un bloc massif de contrats à terme de mars a été déversé côté vente. Les estimations parlent de 6 000 à 8 000 contrats en 20 minutes. Laisse-moi mettre ça en perspective. Chaque contrat représente 5 000 onces. Ça veut dire que quelqu'un a vendu l'équivalent de 30 à 40 millions d'onces d'argent papier en 20 minutes. La production minière mondiale est d'environ 813 millions d'onces par an. Quelqu'un a donc vendu l'équivalent de 4 à 5% de l'offre minière annuelle mondiale en moins d'une demi-heure. L'argent est passé de 83,50 $ à 81,70 $. 2 $ en 4 heures. Maintenant, pose-toi la question logique. Si tu voulais vendre ce volume de manière efficace, si ton objectif était d'obtenir le meilleur prix possible pour ta position, tu distribuerais tes ordres lentement sur des heures. Tu utiliserais des algorithmes pour masquer ton empreinte dans le carnet d'ordre. Tu vendrais pendant les heures de forte liquidité pour minimiser l'impact sur le prix. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. La vente était visible. Elle était agressive, et elle était chronométrée pour maximiser l'impact sur le prix, pas pour le minimiser. Voici le mécanisme. Les stop-loss, ces ordres de vente automatiques que les traders placent pour limiter leurs pertes, étaient regroupés sous le niveau des 82 $. La vente initiale a percé ce seuil. Et là, l'effet cascade s'est enclenché. Les stops ont été activés. Chaque vente automatique a retiré des enchères du carnet d'ordre. En retirant les enchères, elle a révélé des niveaux de prix encore plus bas. Et chaque nouveau niveau plus bas a activé d'autres stops. C'est un effet domino mécanique. Et voici le détail le plus révélateur. Quand les desks de trading nord-américains sont arrivés à 8h du matin, la vente s'est arrêtée net. Le prix s'est stabilisé. Le volume s'est normalisé. Ce schéma n'est pas une coïncidence. C'est du design. Maintenant, laisse-moi te montrer pourquoi les conséquences prouvent que ce mouvement a été fabriqué, pas organique. Parce que la réaction en dit plus que l'action elle-même. Quand un actif chute de manière organique, quand les fondamentaux se détériorent et que les vrais détenteurs vendent, il y a des symptômes visibles, des symptômes impossibles à falsifier. Laisse-moi te montrer ce qui aurait dû se passer si cette chute était réelle et ce qui s'est réellement passé. Premièrement, les primes physiques. Si les détenteurs d'argent physique avaient paniqué,
Les primes sur les pièces et les lingots se seraient effondrées. Les dealers auraient bradé pour écouler leur stock. Or, les primes sur les American Silver Eagles, les Maple Leafs canadiens et les lingots génériques sont restés élevés. Les marchands n'ont pas soldé. Pourquoi ? Parce que les détenteurs physiques n'ont pas vendu. Ils n'ont même pas bronché. Deuxièmement, les actions minières. Pan American Silver, Wheaton Precious Metals, First Majestic Silver, les poids lourds du secteur, ont baissé de moins de 2%, pendant que l'argent perdait plus de 2 $. C'est une divergence critique. Quand l'argent chute de manière organique, les minières amplifient le mouvement. Elles ne le sous-performent pas. Troisièmement, le SLV ETF. S'il y avait eu une vraie panique, le SLV aurait vu un exode massif à l'ouverture de 9h30, des rachats en série, des volumes explosifs. Ce qui s'est passé, volume sous la moyenne, pas de panique, pas de vague de rachat, indifférence totale. Quatrièmement, la demande industrielle. Les équipes d'approvisionnement en Chine et en Asie ont continué à passer leurs commandes comme d'habitude. Pour eux, la volatilité nocturne n'est pas un risque, c'est une opportunité d'achat. Le marché physique a voté avec son inventaire. Le marché action a voté avec sa stabilité. Le marché ETF a voté avec son faible volume. Les trois votes disent la même chose. Cette chute est du bruit papier, pas de la réalité physique. Laisse-moi t'expliquer le concept de piège à liquidité pour que tu comprennes pourquoi ces mouvements continuent de fonctionner même si le schéma est connu. La liquidité, ce n'est pas juste le volume, c'est la distribution d'acheteurs et de vendeurs sur le spectre des prix. Dans un marché liquide, il y a des offres à chaque centième de dollar. Les enchères STIC sont denses, profondes, empilées les unes sur les autres. Si tu vends 1000 contrats, le prix bouge à peine, le carnet d'ordre absorbe le choc. Mais dans un marché liquide, comme la session asiatique à 2 heures du matin, les enchères sont clairsemées. Elles se regroupent à certains niveaux, puis disparaissent. Il y a des trous, des vides. Le même volume de vente qui déplacerait le prix de 10 centimes dans un marché liquide peut le déplacer de 2 $ dans un marché illiquide. Les opérateurs qui ont vendu cette nuit savaient exactement où les stop-loss étaient regroupés, sous 82 $. Ils ont initié une vente suffisante pour percer ce niveau, activer les stops et laisser l'effet cascade faire le reste du travail. Le génie de cette stratégie, c'est l'effet de levier psychologique. Tu n'as pas besoin de vendre 100 000 contrats. Tu en vends 8 000 au bon moment pour déclencher 100 000 contrats de vente automatique par d'autres. C'est comme pousser la première pièce d'un domino. Et ensuite, tu rachètes le métal que les vendeurs paniqués viennent de larguer. Tu couvres tes positions short avec un profit net et tu te positionnes pour la prochaine jambe haussière. Le seul moyen d'éviter ce piège, c'est d'ignorer l'action prise à court terme et de te concentrer sur les signaux structurels. Les vrais signaux, ceux que la manipulation nocturne ne peut pas falsifier. Maintenant, laisse-moi te montrer les données de demande industrielle qui prouvent que le rallye de l'argent n'est pas de la mousse spéculative. Il est enraciné dans une consommation non négociable. Parlons de ce que personne ne peut manipuler, la demande physique réelle. Premier moteur, le solaire. Le photovoltaïque est devenu le premier consommateur industriel d'argent au monde. En 2014, le solaire ne représentait que 11% de la demande industrielle. Selon le Silver Institute et Oxford Economics, en 2024, c'est monté à 29%. Et ce n'est que le début. Les nouvelles technologies de cellules, TOPCon, SAJ, utilisent 1,5 à 2 fois plus d'argent par gigawatt que les cellules PERS standards qu'elles remplacent. L'Union européenne vise 700 gigawatts de capacité solaire d'ici 2030. La demande solaire en argent pourrait atteindre 250 millions d'onces par an d'ici 2030. C'est presque un tiers de la production minière mondiale pour un seul secteur. Deuxième moteur, les véhicules électriques. Chaque véhicule électrique utilise entre 25 et 50 grammes d'argent. C'est 67 à 79% de plus qu'un véhicule à combustion classique. Le Silver Institute prévoit une croissance annuelle composée de 3,4% de la demande automobile d'argent entre 2025 et 2031. D'ici 2027, les véhicules électriques dépasseront les véhicules thermiques comme première source de demande automobile d'argent. D'ici 2031, ils représenteront 59% du marché automobile en argent. Troisième moteur, l'intelligence artificielle et les centres de données. La capacité informatique mondiale est passée de 0,93 gigawatts en 2000 à près de 50 gigawatts en 2025. Une augmentation de 5252%. Plus de puissance de calcul signifie plus de matériel. Plus de matériel signifie plus d'argent dans les contacts, les pistes conductrices et les connecteurs haute performance. Chaque puce, chaque serveur, chaque câble contient de l'argent. Quatrième moteur, la Chine, l'éléphant dans la pièce. Le 1er janvier 2026, la Chine a officiellement reclassifié l'argent comme matériau stratégique.
Même catégorie que les terres rares, les exportations nécessitent désormais des licences gouvernementales, limitées à seulement 44 entreprises, et la Chine est le hub de raffinage dominant mondial. Entre 60 et 70% des exportations mondiales d'argent raffiné passent par la Chine. Début janvier 2026, 33,45 millions d'onces ont été physiquement retirées du COMEX, le principal marché à terme de métaux précieux, en seulement 7 jours. C'est 26% de l'inventaire enregistré, disparu en une semaine. Cinquième moteur, la demande record. Selon le World Silver Survey 2025, publié par le Silver Institute, la demande industrielle d'argent a atteint un record historique de 680,5 millions d'onces en 2024. En 2025, malgré une légère baisse de 2% à 665 millions d'onces, c'est le deuxième plus haut niveau de l'histoire. La demande totale d'argent, industrielle, bijouterie, investissement combiné, a atteint 1,12 milliard d'onces en 2025. Cette demande est non discrétionnaire. Un fabricant de panneaux solaires ne peut pas décider de sauter l'argent ce trimestre. Un producteur de véhicules électriques ne peut pas substituer le cuivre et maintenir les performances. Ces engagements sont pris des années plus à l'avance. Le métal doit être sécurisé, peu importe le prix. Pendant que les traders retail paniquent pour une baisse de 2 $, les acheteurs industriels soumettent tranquillement leurs bons de commande. Pendant que les spéculateurs vendent dans la faiblesse, les manufacturiers verrouillent leur approvisionnement. Maintenant, regardons le côté offre qui rend cette situation encore plus explosive. La production minière mondiale d'argent est restée essentiellement plate à environ 813 millions d'onces en 2025. Malgré un prix qui a plus que doublé entre 2024 et 2026, la nouvelle offre n'a pas augmenté de manière significative. Pourquoi ? Parce que l'argent est un métal piégé. Plus de 66% de la production mondiale provient comme sous-produit des mines de cuivre, de zinc, de plomb et d'or. L'offre d'argent est déterminée par l'économie des métaux de base, pas par l'économie de l'argent lui-même. Si le prix du cuivre baisse, la production de cuivre ralentit, et l'argent sous-produit baisse avec. Mettre une nouvelle mine en service prend 5 à 7 ans minimum. Permis environnementaux, financement, infrastructure, main-d'œuvre qualifiée. Tu ne peux pas appuyer sur un bouton et produire plus d'argent demain. Et il y a un problème de long terme que personne ne résoudra. Les teneurs en minerais sont en baisse, les gisements sont de moins en moins riches, les mineurs creusent plus profond, traitent de la roche de moindre qualité, dépensent plus d'énergie par once extraite. Le coût de production augmente pendant que la qualité du minerai diminue. Résultat, le marché est en déficit pour la 5e année consécutive. Selon Metals Focus, le déficit estimé en 2025 est de 95 millions d'onces. Le déficit cumulé entre 2021 et 2025 atteint près de 820 millions d'onces. C'est l'équivalent d'une année entière de production minière moyenne. Parti, consommé, disparu. Et selon BMO Capital Markets, le déficit pourrait grimper entre 150 et 200 millions d'onces en 2026. L'Université de New South Wales a publié une étude qui estime que d'ici 2030, l'offre ne pourrait couvrir que 62 à 70% de la demande totale. Ce déficit ne peut pas être comblé avec les mines existantes. Il ne peut pas être comblé avec le recyclage. Il ne peut être comblé que par des prix plus élevés qui incitent à la nouvelle production ou qui détruisent la demande. Et puisque la demande industrielle est non discrétionnaire, les usines de panneaux solaires ne peuvent pas fermer, les chaînes de montage de véhicules électriques ne peuvent pas s'arrêter, la destruction de demande ne viendra pas. Ce qui signifie que des prix plus élevés sont inévitables. Pas espérés, pas spéculés, inévitables. Et il y a un signal que les médias mainstream ne relèvent pas. Si les dirigeants des compagnies minières croyaient que l'argent entrait dans un déclin prolongé, ils se précipiteraient pour couvrir leur production future en vendant à terme. Ils émettraient des avertissements sur leurs résultats. Ils couperaient les dépenses d'exploration. Rien de tout ça ne se passe. Pan American Silver, Wheaton Precious Metals, First Majestic. Ils poursuivent tous leurs plans d'expansion comme si 80 $ l'once était un prix conservateur. Maintenant, parlons de psychologie. Parce que la volatilité nocturne est conçue pour briser ta conviction. Il y a un biais cognitif documenté par les psychologues Daniel Kahneman et Amos Tversky. On l'appelle l'aversion à la perte. La douleur de perdre est ressentie 2 fois plus intensément que le plaisir de gagner. Applique ça aux métaux précieux. Une baisse graduelle de 90 $ à 80 $ sur 3 mois semble gérable. Tu t'ajustes, tu rationalises. Mais une chute soudaine de 84 $ à 82 $ pendant la nuit semble catastrophique, même si l'ampleur est moindre, même si les fondamentaux n'ont pas changé d'un iota. Les mouvements nocturnes amplifient cette douleur parce qu'ils se produisent quand tu ne peux pas agir. Tu te réveilles face à un fait accompli. Le prix a déjà bougé.
Ta position est déjà rouge, et ton cerveau reptilien prend les commandes. C'est exactement ce sur quoi les opérateurs comptent. Ils savent que les traders retail vont se réveiller, voir du rouge, paniquer, et prendre des décisions émotionnelles. Et les décisions émotionnelles dans les marchés sont presque toujours mauvaises. Vendre dans la peur, c'est vendre au creux. Racheter dans l'euphorie, c'est acheter au sommet. C'est un transfert de richesse mécanique, des mains faibles vers les mains fortes. L'antidote est simple. Pose-toi cette question. Est-ce que quelque chose de fondamental a changé pendant la nuit? La demande industrielle s'est-elle effondrée? Un nouveau gisement massif d'argent a-t-il été découvert? L'installation solaire mondiale s'est-elle arrêtée? La Chine a-t-elle annulé la classification de l'argent comme matériau stratégique? Non. Rien de tout ça. Si tu es trader à court terme, ton stop-loss devrait être sous 79 $. C'est le support clé structurel. Tout ce qui se passe au-dessus de ce niveau est du bruit. Du bruit conçu pour te faire perdre ta position. Si tu es investisseur long terme, tu n'as pas de stop. Tu as une liste de courses. 82 $, c'est mieux que 84 $. 80 $, c'est mieux que 82 $. Tu accumules un actif stratégique avant que le monde ne comprenne pleinement sa rareté. Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a parlé le 10 février d'un « speculative blow-off ». Ce terme est révélateur. Il reconnaît la spéculation, mais il ne remet pas en cause les fondamentaux. Le scénario qui changerait véritablement la perspective haussière, une cassure sous 80 $ accompagnée d'un volume soutenu élevé. Pas un mouvement nocturne dans le vide, un mouvement avec du volume réel pendant les heures de marché avec une participation visible. Probabilité faible vu les dynamics FISAC qu'on a décortiquées. Si les acheteurs reprennent le niveau des 83 $ de manière décisive, le test des 85 $ arrive dans la semaine. Si on observe une consolidation prolongée entre 81 et 83 $, ce n'est pas baissier, c'est de la digestion. Le marché absorbe la volatilité et accumule de l'énergie pour le prochain mouvement. Le schéma historique se répète, chute nocturne brutale, brève consolidation, reprise de la tendance haussière. C'est arrivé en octobre, c'est arrivé en décembre, c'est arrivé le 31 janvier. Et chaque fois, ceux qui ont vendu dans la panique ont regardé le prix remonter sans eux. Quand le marché physique submergera définitivement le marché papier, et les données du COMEX montrent que ce moment approche, le mouvement ne sera pas graduel, il sera explosif, et il rattrapera en quelques jours ce que des semaines de suppression auront tenté de contenir. De quel côté de cet échange veux-tu te trouver quand l'argent franchira les 3 chiffres et ne regardera plus jamais en arrière? Nous ne courons pas après la volatilité, nous l'exploitons. Nous ne paniquons pas pendant les secousses, nous accumulons pendant celles-ci. Et nous ne vendons pas notre métal aux institutions qui essaient de nous le voler à prix bradé. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de comprendre ce qui se passe vraiment sur le marché de l'argent. La prochaine phase appartient à ceux qui ont tenu bon pendant la manipulation nocturne. On se retrouve dans la prochaine.